Bonjour et bienvenue pour les rendez-vous mensuels de Design et Collectivité. C'est le média, la plateforme de formation qui vous accompagne dans le développement de votre carrière en design et en innovation sociale. Aujourd'hui, nous allons échanger sur comment trouver un emploi dans le domaine du design et de l'innovation sociale. Nous nous questionnerons aussi ensemble sur la question de développer son activité en freelance ou en auto-entrepreneur pour aller plus loin et trouver des missions auprès de collectivités ou d'acteurs sociaux. Ok, c'est parti. Alors, on va pouvoir commencer avec les premières questions qui avaient pu être posées. Donc, là, je les ai toutes, on va dire, remises ensemble, mais n'hésitez surtout pas s'il y en a d'autres, en fait, comme d'habitude, vous ajoutez un petit post-it. Donc, on avait comment se lancer en tant que designer sur des missions d'innovation sociale. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de prendre la question peut-être sous l'angle de l'entrepreneuriat, on va dire, parce qu'on a une autre question juste après qui est où et comment trouver les réseaux et les contacts pour trouver des postes de designer dans le service public. Donc celle-ci, on va plus la prendre sous l'angle de trouver un emploi. Comme ça, on a vraiment les deux pendant, entre guillemets, de la même question. Après, on avait une autre question qui était très intéressante. C'était comment recommander une reconversion à un menté si l'on constate qu'il n'est pas suffisamment doué au point qu'il mérite une reconversion, entre guillemets, parce qu'il ne maîtrise pas suffisamment le métier. Donc là, la personne qui avait posé la question n'est pas présente aujourd'hui, mais l'idée, c'est de quand même pouvoir lui apporter quelques précisions de ce côté-là. Alors, est-ce que vous voulez commencer par une question en particulier ? On peut peut-être prendre dans l'ordre. Ok. Alors, c'est parti. Là, je vous synchronise, mais je vais arrêter la synchronisation, donc vous serez libre dans le klaxon. Mais si vous êtes perdu à un moment, n'hésitez pas, en fait, en bas à droite, vous avez en fait un tableau qui vous permet de vous resituer et de naviguer. Ou sinon, vous me dites et je vous synchronise, comme ça vous revenez parmi nous. Alors, on va commencer par la première question qui est comment se lancer en tant que designer sur des missions d'innovation sociale. Donc là, on a dit qu'on la prenait sous l'angle de l'entrepreneuriat. Donc quelqu'un qui chercherait du coup à développer. Donc là, c'était parce que j'ai fait mes petits tests de post-it juste avant et qu'il est resté bien gros. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est que chacun puisse, on va dire, mettre des petits post-it par rapport à ses propositions ou ses idées pour la personne qui avait pu poser la question. Et juste après, ce qu'on fera, c'est qu'on en échangera. Ok. Donc le gros bouton plus pour mettre des idées ou des propositions. N'hésitez pas à ajouter vos autres post-it. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'en discuter et de regrouper ceux qui vont bien ensemble. Alors, et du coup, quand je vais lire le post-it, n'hésitez surtout pas à prendre la parole pour apporter des précisions. Alors, du coup, là, c'est moi qui l'avais listé, donc c'est facile de prendre la parole. Du coup, j'ai listé identifier ses compétences, qui va avec mon autre post-it qui est la frise méthodologique. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'innovation sociale, c'est un domaine qui est très très vaste. Et du coup, par exemple, quand j'ai précisé tout à l'heure que j'étais spécialisée dans l'innovation sociale, dans l'innovation sociale, on a la santé, on a par exemple le domaine du vieillissement, on peut avoir le domaine de l'éducation, le domaine du tourisme durable, on peut avoir l'ESS, l'innovation publique,
tout ce qui va être lié à l'alimentaire. Donc en fait, en fonction de ça, c'est pas du tout les mêmes domaines ou secteurs, par exemple, d'activité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se demander quelles sont, on va dire, ses compétences euh, et ses envies, je rajouterais même, dans un premier temps, pour essayer d'y voir beaucoup plus clair sur ce qu'on veut faire. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est une sorte de cartographie de ses compétences dans laquelle on identifie à la fois les choses personnelles et professionnelles. Parce que bien souvent, c'est dans le personnel qu'il va y avoir des choses très intéressantes qui vont nous singulariser en termes d'approche du design. Et en fait, derrière, ça permet de revoir sa frise en fait, d'accompagnement de projet en y incorporant des choses qui font beaucoup plus sens pour nous. Je peux donner un petit exemple concret. Imaginons en fait que vous soyez très doué euh, pour concevoir des expériences, on va dire faire vivre des expériences positives aux personnes. Du coup, dans votre façon d'animer un atelier, par exemple, vous allez peut-être faire en sorte d'utiliser les sens, de travailler autour de l'émotion. Alors que quelqu'un d'autre procéderait de façon beaucoup plus, on va dire, terre à terre, ou emmènerait les personnes au parc pour travailler sur quelque chose de beaucoup plus in situ. Donc en fonction de vos compétences et de vos appétences naturelles, ça donne pas du tout la même approche du design. Et c'est important de l'identifier. Et on va aller aussi généralement sur l'innovation sociale, sur un domaine où le design s'associe avec d'autres compétences. Donc je parlais de la pédagogie. Et du coup, si vous voulez travailler dans l'innovation pédagogique ou dans de la transmission, dans de la formation, et ben naturellement, vous allez du coup acquérir des compétences de formateur. Donc c'est intéressant de le savoir, même si vous allez, on va dire, avoir une approche de design, de formation par le design, plus que de formateur pur et dur. Je vous laisse compléter puisque j'ai pas mal parlé. N'hésitez pas à rebondir ou à réagir. Du coup, ça serait la double compétence, on va dire, en tant que designer et formateur, du coup? Oui, c'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous importer une petite cartographie pour vous expliquer un petit truc par rapport au domaine du design social. Parce que par rapport on va dire, au domaine classique de conception, on va dire le design produit, le design graphique, le design d'espace, le design même numérique, ça reste des champs de conception qui sont, on va dire, appliqués à un objet. On va dire, quand on conçoit une architecture, on sait qu'on va concevoir une architecture. Dans du design social, on sait pas ce qu'on va concevoir généralement. Ça peut aller de l'architecture à de la relation ou à une organisation. Donc c'est pour ça que le design social a tendance souvent à tendre vers du design de service, et même le terme de service en lui-même est très restreint. Alors je vous ai importé une petite image que je vais même vous montrer. Alors attendez, il faut que je vous synchronise d'abord. On est reparti. Je vous synchronise et hop, là, est-ce que tout le monde la voit? Oui. Oui. Alors, en fait, dans le domaine de l'innovation sociale, ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place lorsqu'on débute. Généralement, on a une stratégie par compétence. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, super doué pour concevoir des produits éthiques, engageants. Et bah, du coup, en fait, vous allez mettre en avant cette compétence-là. C'est comme si vous étiez un bon danseur, vous ferez pareil. Mais cette stratégie par compétence nécessite, en fait, pour vous d'identifier clairement ce que vous savez faire, pour du coup les mettre en valeur. Et généralement, quand on fait du design dans l'innovation sociale, on n'a pas une seule compétence, mais plusieurs. Par exemple, l'empathie, la dimension relationnelle va être beaucoup plus forte, par exemple. Donc, en fait, on a souvent deux, trois compétences fortes. Donc, c'est une stratégie qui vise à approfondir des compétences au sein de son même domaine d'expertise. Donc, par exemple, faire du design graphique et du design produit. Et vous avez en fait la stratégie qui est adoptée notamment par des personnes qui ont une double casquette. Je pense que c'est ton cas, Virgile, parce que tu fais du conseil. Vu que toi, Ouais. dans ton cas, tu as une double expertise, vu que tu as la partie conseil et la partie design. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette double compétence te permet en fait de te positionner différemment par rapport au fait d'être simplement designer, entre guillemets. Et après, on a une autre approche qui est la stratégie par la mission. Donc là, c'est entre guillemets la façon dont on souhaite impacter notre domaine,
impacter un écosystème ou carrément le monde entier ou un secteur d'activité. Donc en fait, c'est une question d'ambition et d'échelle. Et du coup, dans ce cas-là, ça nécessite pour nous de définir notre vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi en fait on s'oriente dans l'innovation sociale? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Est-ce que c'est aider les personnes, concevoir des services qui soient vraiment accessibles? Donc là, c'est la question de la vision. Et après, on a l'approche qui est l'innovation disruptive. C'est quand vous allez en fait créer de nouveaux, entre guillemets, secteurs de design. Donc c'est toujours une histoire d'hybridation. C'est comme le legal design, le design appliqué au domaine du droit, c'est de l'innovation disruptive dans le sens où le design va en fait s'associer au droit. C'est aussi le legal design travaille sur par exemple de l'accessibilité, du FALC, du facile à lire et à comprendre. Donc il y a une dimension graphique qui est très présente dans le legal design, mais aussi de service. Et en fait, là les designers vont explorer de nouveaux domaines. Donc du coup, c'est disruptif parce que c'est pas encore très répandu. C'est pareil dans le design dans le domaine de la santé, même s'il commence à s'ouvrir un peu plus, mais il n'y a pas beaucoup de designers qui travaillent, on va dire, vraiment sur des questions de santé à proprement parler. Euh, et du coup, vous avez aussi, on va dire, la stratégie que j'ai fini par développer, c'est une stratégie par écosystème. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que je suis spécialisée dans l'innovation sociale, c'est que j'interviens dans 4 ou 5 domaines de l'innovation sociale. Donc, la santé, le vieillissement que je considère comme étant un domaine à part de la santé avec mon association, le design pédagogique, le design de services publics et il me manque un autre champ. Ah oui, tout ce qui va être le design de services plutôt en général et un petit peu d'éco-conception. Ça, c'est parce que j'ai un profil plutôt généraliste. C'est que je suis spécialisée dans l'innovation sociale, mais généraliste dans mon domaine. J'ai fait un petit test, si ça vous intéresse, sur mon blog, où vous pourrez essayer de le faire, et ça vous permet d'identifier on va dire, ces différents degrés, et notamment si vous êtes généraliste ou vous êtes très expert d'un domaine. Ça fait quand même une différence en termes d'approche d'un secteur. Ça va, c'était pas trop jargonneux? Non, ça a été. Bon, bah, génial. Euh, on- donc, je vous ai mis le petit schéma sur la droite. Et c'est, en fait, ce qui est intéressant parfois, c'est d'essayer d'identifier où est-ce qu'on se situe et là où on veut aller. Parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut renforcer. Euh, tout, tout, tout. On a rejoint un réseau national ou local que j'avais mis. Alors, pareil, toujours dans... En fait, la question de l'innovation sociale, c'est que, pareil, ça fait une très grosse différence si vous voulez travailler localement, par exemple à l'échelle d'un quartier, travailler d'un point de vue national sur l'innovation sociale. Par exemple, il y a DTA, Design Territoire, je crois que c'est le A, je crois que c'est alternatif, si je me trompe pas. Eux, par exemple, typiquement, ils travaillent vraiment sur une échelle territoriale, mais chacun des membres de l'entreprise est localisé dans une ville différente. Donc il y a un côté aussi très ancrage local. C'est ce que fait aussi le collectif créatif des territoires, où ils sont ancrés localement à des endroits, par exemple à Tours, et à Tours, ils vont intervenir de façon très précise sur ce secteur-là, ce qui fait une différence en termes de design. Vous connaissez les acteurs locaux, et vous êtes vraiment sur on va dire, comme si vous étiez intégré dans la vie quotidienne, et c'est, on va dire, un design immersif, quoi. Euh, on avait un autre post-it qui conseillait de prendre un statut d'auto-entreprise pour se faciliter les premiers contrats. Effectivement. Euh, donc là, tu as vraiment raison. Hein. Ce que tu as mis est très vrai. Du coup, c'est Alix. C'est vraiment super, effectivement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend pas beaucoup de temps pour ouvrir une micro-entreprise. Après, il faut juste apprendre à faire une facture, mais il y a des logiciels pour ça. Mais ça peut venir assez vite, on va dire, d'avoir des petites prestations et tout ça. Alors, J'ai un peu mis ça d'expérience personnelle parce que du coup j'avais pris le statut un peu à l'avance pour travailler pendant les études aussi. C'est ça qui facilitait le fait que c'était des petites missions qui n'étaient pas forcément pérennisées.
D'accord. Et je sais pas si, en fait, je vois que éventuellement la limite, c'est de trop s'y accrocher et peut-être pas assez vite adopter un autre statut qui pourrait être plus bénéfique. Enfin, ça dépend du projet, je pense. Bah, en fait, sur cette question-là, typiquement, on va dire le statut est pas vraiment on va dire le plus important. C'est une question de modèle d'entreprise. C'est que, par exemple, en étant en micro-entreprise ou auto-entreprise, le truc, c'est que tu ne peux pas facturer des charges. Donc, ça veut dire que il y a un moment, si ton entreprise, elle génère beaucoup de charges, par exemple, elle doit avoir des employés, c'est sûr que c'est pas un bon modèle. Mais si tu as une entreprise qui n'a quasiment pas de charges, en fait, c'est un statut qui est très intéressant. À part si tu dépasses le plafond. Et là, dans ce cas-là, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils ont toujours la micro-entreprise pour les choses sur lesquelles ils n'ont pas de charge. Et le reste, en fait, ils ont une entreprise qui peut être, par exemple, une SASU, Société à action simplifiée unipersonnelle, dans lequel, en fait, ils peuvent, on va dire, facturer d'autres choses. Donc, on peut avoir plusieurs statuts. Et j'avais mis un post-it qui complétait parfaitement bien ce que tu disais, merci beaucoup Alix, qui était passer progressivement de freelance à un modèle d'agence ou de collectif. Ou même de scope, j'aurais dû préciser. En fait, ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que dès le départ, c'est bien d'identifier si, on va dire, vous avez envie de vous lancer plus pour, on va dire, c'est ponctuellement, ou si vous avez vraiment envie d'en faire un vrai projet d'entreprise. Parce que dans ce cas-là, il va falloir en fait ne pas penser votre entreprise comme, enfin vous définir en tant que freelance, mais l'appeler directement atelier, studio ou agence. Ça fait une grosse différence dans la perception et aussi dans la façon dont vous allez, entre guillemets, vous mettre en avant et valoriser votre activité. Voilà, donc faut bien nommer les choses, hein, comme j'aime, comme j'aime le dire, parce que parfois c'est ça qui peut vraiment freiner ou créer des blocages. On a idéalement avoir un exemple de projet pour expliquer sa démarche. Chaque nouveau projet actualise ça. Est-ce que tu pourrais nous donner des petites précisions si tu es d'accord? Ouais, de ce que j'ai observé en milieu pro, notamment, j'avais été en stage au LABA. Ouais. On était beaucoup confronté à des personnes qui comprenaient pas forcément le design ou ce que venait faire le design là-dedans, dans les projets. Et du coup, il y avait beaucoup de travail d'explication de ce que c'est, pourquoi on utilise ces démarches-là. Et ça passait aussi pas mal par présenter un projet qui explique, qui est assez clair, comment dire, qui nous permet d'avoir, c'est un support pédagogique en fait pour parler de ce qu'on va faire. C'est un peu comme l'exemple du Vélib pour parler de design de service, quoi. Non, effectivement, c'est vrai que le LABA est assez fort pour ça, sur ces questions de vulgarisation. Là, je complète aussi sur quelque chose que j'ai pu observer à titre personnel. Typiquement, mon association, on travaille sur le vieillissement. Donc, nous, on est en mode d'essayer de créer un domaine du design vraiment spécialisé dans le vieillissement. Et la problématique qu'on a, c'est que on peut vulgariser les choses pour une institution publique, par exemple un EHPAD. Ça ne sera pas la même vulgarisation qu'on doit utiliser, par exemple, quand on va parler à un senior ou quand on parle ne serait-ce qu'à des bénévoles qui ne sont pas du tout dans le même domaine, on va dire, que nous au départ, le design. Donc c'est pas les mêmes degrés de vulgarisation, donc je pense qu'il faut en fait s'appliquer à nous-mêmes le design pour vraiment identifier des personas, un public cible et faire des tests en fait pour voir si c'est compréhensible et des itérations. Ah, j'ai vu que quelqu'un a rapproché un super post-it. Ouais, Et là, c'est Léa. Dis Léa. c'est moi. Oui, parce que moi j'ai travaillé avec la métropole de Dijon et du coup c'était aussi un énorme boulot que de alors déjà il fallait expliquer à ceux qui nous avaient engagés, on travaillait avec des consultants, donc il fallait expliquer à eux et aux commanditaires ce qu'était le design.
Et en même temps, on en avait d'autres qui expliquaient au travail social avec qui on travaillait ce que c'était le design, et on s'adressait en effet pas pareil aux deux. On leur présentait pas les mêmes choses, et du coup, on avait travaillé des choses très précises pour arriver aussi à pouvoir naviguer correctement. Et voilà. Enfin, bref. Du coup, Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Un autre exemple, c'est dans les livrables. Je trouve que ça se ressent aussi beaucoup. En fait, j'ai fait un mémoire, enfin, mon deuxième mémoire était sur les livrables et la documentation de projet et comment on crée tout un univers, on va dire, narratif cohérent dans les livrables qu'on construit. Et j'avais pu échanger du coup avec la bobine et elle m'avait partagé en fait quelque chose qui était très intéressant sur les livrables, c'est qu'en fait il y a plusieurs niveaux on va dire de vulgarisation dans le livrable. Il y a des moments où tu dois aussi faire l'effet inverse, c'est rethéoriser des choses qui sont entre guillemets évidentes. Par exemple, c'est bien d'être empathique, mais en fait tu es obligé de l'attester par exemple avec de la recherche ou des données scientifiques pour donner, on va dire, de la crédibilité aux propos de ton usager. Parce que parfois, en fait, en tant que tel, comme ça paraît tellement évident que ça ne sera pas pris en compte. Donc il y a un peu les deux niveaux qui sont très intéressants à observer, en tout cas dans notre processus de design. Alors, là, je vois que Léa, toujours, a mis à définir des critères pour savoir qui peut être nos clients et les lister, mapper par domaine, par exemple. Oui, j'ai mis par domaine parce qu'en fonction de si on veut être plutôt dans le légal, la santé, etc., et critères, je sais pas, il y a des... Bon, après, en design social, on va pas travailler avec Total Energy, mais voilà, c'était pour... pour être d'accord avec soi-même et avec son éthique et ses valeurs sur éventuellement avec qui on veut travailler. Voilà. Non, mais totalement. C'est intéressant parce que, tu vois, j'ai rajouté identifier les types de structures sociales / acteurs qui nous intéressent et j'avais aussi mis cartographie des acteurs du territoire. Parce que quand on commence à faire une cartographie, et idéalement, l'astuce que je donne, c'est de la faire en fonction de ses envies, entre guillemets, de sa vision et de ses compétences. Parce que, par exemple, parfois, la meilleure personne pour nous embaucher, c'est pas une personne qui travaille directement, on va dire, pour l'innovation sociale, en fait. Vu qu'il n'en a pas forcément conscience qu'il travaille sur de l'amélioration, ça peut être, par exemple, un syndicat, juste comme ça. En fait, peut-être que c'est eux qui correspondent au plus à votre vision et qui auront aussi les outils et les ressources pour vous permettre, entre guillemets, de vous épanouir et de mener à bien votre projet professionnel. Donc, je rapproche identifier son échelle d'intervention de rejoindre un réseau national ou local. Et je rapproche aussi se rapprocher des universités. Alors, une astuce que j'aime bien aussi préciser, c'est que pour identifier là où il y a des secteurs de design qui sont, on va dire, bien développés, c'est de regarder les universités et les écoles de design. Bon, en Île-de-France, c'est sûr que là, c'est très visible. Mais par exemple, on va dire du côté de Nantes, on remarque en fait qu'il y a des écoles qui proposent des cursus sur le care design. Du coup, c'est très révélateur parce que ça veut dire que si ils ont en fait un cursus sur le care design, ils doivent forcément avoir des entreprises, des structures sur le territoire avec lesquelles ils collaborent pour mener à bien ces projets généralement, à moins que ce soit des projets hors sol. Et du coup, ça vous permet d'identifier des acteurs locaux ou des zones dans lesquelles ça va être plus ou moins actif. Du côté de Lille, Chloé, je t'avoue que j'ai pas regardé plus que ça en fait. J'ai pas d'école qui me vient, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir une en fait, vu que Lille est quand même assez gros de ce côté-là. Ouais, il y a en public, pardon, il y a l'ESAT à Roubaix. C'est la seule publique. Après, on a pas mal de privés. Mais à l'ESAT, ils font tout ce qui fait un design. Il n'y a pas de master en design social. C'est produit, graphique, enfin un peu les classiques. Mais on a pas mal d'associations, le Faubourg 132, enfin pas mal de choses qui quand même touchent ces domaines. Ça, c'est vraiment chouette.
Alors, dans le même genre, du coup, je vais descendre un petit peu ce post-it pour faire 2 parties. Il y avait une autre proposition qui était de faire de la veille sur des projets que mènent les réseaux de designers. Est-ce que la personne qui a écrit veut compléter un petit peu? C'est moi, parce que du coup, quand je travaillais avec Dijon, on travaillait sur l'accueil dans les CCS, donc c'est les centres communaux d'action sociale. Et il se trouve que le TILAB, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avait juste avant fait une publication à peu près sur, enfin ils avaient fait une enquête à action sur ce sujet-là, donc en fait ça nous a permis d'apprendre plein de trucs, de gagner du temps, mais aussi du coup il y a quand tu parlais de horriser des choses, voilà, ça aidait. Et là, récemment, c'est Itinéraire Bis qui ont aussi publié un livre blanc sur l'accueil. Il y a la DTP qui a fait autre chose aussi actuellement. Enfin, voilà. Et du coup, à chaque fois, c'est des ressources où rien que pour construire ce qu'on raconte et pour réfléchir à sa propre méthodologie, c'est intéressant d'aller regarder là-dedans, je trouve, pour pas être isolé et puis voilà, pouvoir éventuellement réagir avec ces autres personnes et se faire connaître aussi, quoi. Non, totalement, c'est une bonne idée. Et une autre astuce, parce que je viens de voir un post-it qui est se renseigner directement auprès des mairies, possibilité d'avoir accès à des appels d'offres. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en étant, on va dire, seul, c'est possible de répondre à un appel d'offres. C'est soit en fait il faut rejoindre un collectif, soit en fait vous pouvez répondre tout seul, mais c'est des marchés en fait qui s'appellent soit de gré à gré. Donc de gré à gré, je crois que c'est 20 000, moins de 20 000 euros. Et, ou sinon, c'est un 3 devis, c'est moins de 40 000 euros. Donc en fait, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre à un gros marché public, mais ça peut être intéressant de vous rapprocher des collectivités, d'essayer d'être en contact avec elles, de comprendre leurs besoins, d'identifier par exemple, il y a un truc qui est très intéressant, c'est de voir déjà s'ils font par exemple de la participation citoyenne, si c'est le design participatif qui vous intéresse. Si c'est plutôt la question design éthique, environnemental, là dans ce cas-là, il faudrait voir s'ils mettent en place des démarches autour de l'environnement. Donc, essayez de voir, on va dire, ce qu'ils publient, rencontrer des acteurs, ou tout simplement vous-même proposer des événements à destination, on va dire, des agents publics ou de ces publics, enfin, ou de leur public, je veux dire. Donc, c'est un peu vous rendre visible. Donc, au départ, c'est un peu, on va dire, une sorte de... Voilà, c'est un peu mener un projet pour se rendre visible ou valoriser une action que vous avez déjà entreprise. Ou vous faire introduire par une personne qui travaille déjà avec un acteur public. Et je crois qu'après, il y avait identifier le type de design qui nous intéresse, ça qui nous correspond le mieux, donc ça on avait à peu près vu. Et développer un réseau en dehors du design. Oui, un des trucs, je pense qu'il faut le plus faire en design social, c'est sortir du design. Parce qu'en gros, il y a plein de professionnels qui font des super projets sans avoir besoin de designers. Et en fait, c'est là où vous allez pouvoir voir comment vous pouvez apporter votre patte, comment vous allez pouvoir les compléter, comment vous allez pouvoir aussi, on va dire, soit intervenir sur des prestations avec eux, soit au contraire, en fait, vous dire, bon, là, c'est pas trop mon domaine, mais peut-être qu'en fait, c'est moi qui peux faire appel à lui. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne généralement. Donc de sortir un peu et de développer un réseau dans le secteur qui vous intéresse, par exemple la petite enfance, si vous êtes passionné par les questions de l'éducation. Je crois qu'il y a eu un autre post-it qui avait été... Ouais, mais je l'ai décalé sur identifier le type de structure sociale d'acteurs qui vous intéresse et j'avais mis penser hors France, notamment il y a plein de choses au Canada, mais c'était, je sais pas, je voulais plus rapprocher du coup éventuellement de salariat parce que c'est peut-être difficile de travailler d'ici en freelance pour des gens, mais peut-être qu'en salariat on peut rejoindre éventuellement autre part qu'en France des entreprises ou des studios. Après, en tant que freelance, tu peux aussi travailler à l'étranger, enfin pour une structure qui est à l'étranger. Ça marche aussi. Hein. Ok. Oui, si même. Pour te donner un exemple, bon là c'est pas l'étranger comme exemple que je te donne,
Mais j'ai une amie qui travaille beaucoup en Guyane, tu vois, ou en Outre-mer. Ah Et oui. ça lui arrive Ok. aussi de faire des interventions au Brésil ou dans d'autres endroits en fait dans le monde. Mais tu vois, c'est plus une question en fait de Ok. réseau et de contact. C'est plus ça. Hmm. Oh, en Ok. parlant de ça, sur Design Makes Sense qui a été créé par Thaïs Doll, qui regroupe des portraits de designers engagés, ça vous permet de voir en fait des designers un peu partout dans le monde. Il y a par exemple Caroline Grelier qui travaille en fait en Afrique notamment. Je sais plus si elle est au Sénégal ou au Congo, je me souviens plus exactement. Mais c'est une designer qui est bien implantée là-bas, qui travaille aussi sur une approche pédagogique et de design social. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a des designers aussi qui ont entre guillemets une belle aura et qui sont assez visibles, mais parfois ça nécessite aussi d'aller un peu les chercher en dehors des circuits habituels. Ok. Si vous voulez, on peut se faire un petit brainstorming rapide sur où et comment trouver les réseaux et les contacts pour trouver des postes de designer dans le service public. Ok. Moi, je vais reprendre un peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais j'ai pu travailler avec le département, faire de l'upcycling. Et en fait, c'est un appel d'offres qui avait été, qui a été publié un peu partout. Et en fait, tout simplement en y répondant. Donc, c'est dans les réseaux de design. Enfin, c'est un peu du bouche à oreille, mais en même temps, c'était un peu exposé partout. Mais en tout cas, je sais qu'il y a certains petits projets qui sont quand même, en tout cas, dans le Nord, il y a pas mal de projets qui sont portés par des collectivités qui sont visibles. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai un contact avec le département je sais pas si forcément j'ai retravaillé avec eux, mais en tout cas, j'ai un contact, effectivement. Voilà. Donc, je sais pas trop comment ça se passe autrement, mais en Mhm. tout cas. Hum. Non, mais c'est vrai que c'est. Je trouve qu'en fait, déjà, le fait que tu as un premier contact, c'est très aidant. Parce que ça te permet, on va dire, d'avoir accès après à l'ensemble de la collectivité et du territoire. Parce que du coup, la personne, elle travaille avec d'autres acteurs publics. Et c'est là où je trouve qu'il faut bien identifier les types d'acteurs publics. Parce qu'on a les collectivités territoriales, mairies, régions, départements, intercommunalités, et tout ça. Et on a par exemple l'État. Et l'État, en fait, mine de rien, c'est partout sur le territoire. C'est les préfectures, c'est les SGAR, c'est les ministères aussi. C'est vraiment beaucoup de structures. Il y a aussi l'éducation nationale qui rentre aussi dans le lot. Donc ça fait en fait beaucoup d'endroits dans lesquels vous pourriez aussi travailler. Et il y a aussi du coup tout ce qui va être fonction publique hospitalière avec parfois les hôpitaux, mais il y a pas que des hôpitaux dans lesquels vous pouvez travailler. Il y a aussi parfois des cliniques en fait qui peuvent être publiques ou des structures de recherche sur des instituts un petit peu qui peuvent aussi embaucher des designers. C'est là où en fait, par contre, je trouve qu'effectivement, c'est pas encore très visible les offres d'emploi, mais généralement, c'est parce qu'elles sont mal nommées. En fait, si vous cherchez une offre d'emploi en tant que designer, à moins que la collectivité dans laquelle vous souhaitez travailler, vous voulez qu'elle soit très bien sensibilisée, ça ne sera jamais le cas. Ils vont souvent vous mettre chef de projet, ou si vous voyez passer design thinking, c'est waouh, c'est bien. Mais du coup, en fait, c'est chef de projet, vous avez chargé de projet ou chargé de mission. Je vais vous mettre chargé de mission. Il y a référent parfois, consultant qui ressort pas mal, consultant en innovation, en organisation. Donc en fait, c'est un peu à vous de regarder les postes. Et ce qu'il faut savoir aussi, pareil, en termes de structuration, il y a plusieurs choses à identifier. Il y a soit vous voulez faire de l'innovation, mais d'un point de vue transversal, c'est-à-dire être attaché à une direction qui va aider d'autres, on va dire, services du département, par exemple. Donc là, c'est typiquement une configuration de laboratoire d'innovation. Ou sinon, vous voulez être adossé ou affilié à une structure où on va dire au cabinet directement, par exemple, du maire.
Et dans ce cas-là, en fait, vous êtes plutôt affecté à un secteur ou à un domaine. C'est le cas, par exemple, de la région Bretagne. Il y a une designer qui est dans le lab d'innovation, donc transversale, et il y en a une autre à la base qui est dans la région, dans la direction du tourisme. Donc, elle va majoritairement travailler sur des enjeux du tourisme. Je sais aussi que vous pouvez rejoindre des collectivités en faisant des thèses ou des CIFRE. Donc là, c'est si vous avez une appétence pour la recherche. Donc vous avez quand même un salaire, hein, je précise, mais vous avez 3 ans pendant lesquels, au début, vous travaillez beaucoup pour la structure, et après, au fur et à mesure, la deuxième année, c'est moitié-moitié, et derrière, en fait, il y a un moment où vous travaillez, on va dire, quasiment pleinement sur votre projet de recherche. Alors, identifiez votre positionnement entre lab et direction. Ouais. Apparemment, j'avais une question aussi. Tu parlais des labs. J'ai l'impression que c'est super compliqué de trouver le contact du contact du contact qui va justement soit partager les offres, parce que j'ai l'impression que ça reste assez en interne. Et du coup, d'essayer de trouver le ou les contacts justement qui pourraient te renseigner sur justement des ouvertures de postes possibles. Et même la fiche de poste en elle-même aussi où elle est publiée. Alors, oui. Parce que moi, c'est vraiment. Je sais que j'ai déjà. J'avais passé quelques entretiens avec. Alors, en tant que c'était designer de service dans des labs, mais ça a été quasiment de la chance, en fait, clairement, hein, de trouver justement un contact pour pouvoir justement faire une candidature un peu spontanée, quoi. Non, je comprends. Et du coup, aussi, j'avais une autre question par rapport à ça. Du coup, enfin, il y a le côté justement les contacts, ou est-ce qu'il y a un site qui répertorie, je ne sais pas, des labs où il y a des offres d'emploi. Et je voulais savoir, est-ce que c'est assez ouvert à des profils qui viennent du secteur privé? Oui. Ouais, d'accord. Ah, ça, il n'y a pas de souci. En fait, dis-toi bien que en ce moment, dans les collectivités, surtout sur des profils innovants, entre guillemets, qui n'ont pas en interne, ils sont obligés de outsourcer, d'aller chercher en externe. Donc, du coup, forcément, c'est soit des profils de jeunes diplômés qui vont avoir, soit c'est des profils, entre guillemets, matures, avec une expérience en entreprise ou en association. Donc, oui, t'inquiète, hein. Il y a plein de profils qui ont travaillé à Thales ou à Total et après qui travaillent dans une institution publique. Petite grosse différence de salaire. Oui. Oui, c'est possible. Oh, il y a aussi, j'ai oublié un réseau qui est intéressant, c'était le programme Designer d'intérêt général. Eux, c'est le réseau de l'État. Ah oui, c'est là où donc il y a beaucoup des conseils qu'on a pu mettre en avant juste au-dessus, qui s'appliquent aussi juste en bas, qui sont notamment de bien identifier votre secteur. En fait, identifier le secteur. Je vais le noter en même temps. Secteur, domaine du design. Par exemple, si c'est du design de service public, ok, mais ça reste un peu large aussi. Préciser, est-ce que c'est, par exemple, vraiment du design de service public, par exemple, réaménager un accueil, ce que fait par exemple l'itinéraire bis, ou c'est plutôt du design de politique publique ou d'intérêt général, où là, carrément, on va repenser une politique publique. Donc, c'est pas forcément la même chose. C'est ce que fait par exemple Oconi, une agence de design, où il y a des structures qui aiment travailler, on va dire, plutôt avec des universités. Donc, une fois que vous avez identifié un domaine du design, vous allez, dans un second temps, non, je crois que je l'ai déjà noté. Il est où mon petit post-it? J'avais mis cibler 2 ou 3 structures. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier 2 ou 3 structures, c'est-à-dire ça peut être une bibliothèque aussi, hein. Il y a aussi, oui, j'en ai pas non plus parlé, mais l'innovation culturelle est très présente.
Donc vous pouvez, en tant que designer, travailler pour un tiers-lieu ou on va dire un laboratoire d'innovation culturelle. C'est plus qu'il faut bien identifier 2 ou 3 structures et vous allez en fait essayer de vous rapprocher, de comprendre leur fonctionnement dans un premier temps. Donc, bien sûr, l'idée, c'est pas non plus d'y passer plusieurs mois, c'est plus de vous dire, bon, j'essaie de comprendre un peu comment c'est structuré, avec qui ils collaborent, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une association sur la thématique qui m'intéresse avec qui ils travaillent? Comme ça, je contacte l'association qui me permettra d'avoir par la suite un contact, de voir s'ils font des séminaires, des temps de rencontre. Donc tout ça, ça va vous aider. 3, ça veut dire la troisième astuce, c'est d'étoffer votre réseau. Alors, généralement, dans ces structures-là, ah oui, alors un autre truc, dans ces structures-là, vous allez quand même réussir à identifier plus ou moins des personnes, entre guillemets, qui travaillent sur le sujet qui vous intéresse. Imaginons, c'était l'innovation numérique. Vous allez réussir potentiellement à voir qui est le directeur des services numériques. Juste parfois, une bonne recherche LinkedIn suffit. Hein. Parce qu'en fait, LinkedIn, il y a beaucoup les cadres des institutions publiques qui ont un compte LinkedIn. Donc, hop, on utilise LinkedIn pour repérer ces différentes personnes. Et du coup, en fonction de ça, en fait, vous allez les ajouter au fur et à mesure. Parce qu'en les ajoutant, ça va faire que votre, on va dire, LinkedIn, comme c'est une sorte de moteur de recherche, il va voir que tu aimes bien les gens qui travaillent dans les institutions publiques, plutôt dans le numérique. Il va du coup vous montrer plus ce type de profil-là. Et au fur et à mesure, il va vous suggérer des personnes à ajouter qui sont, on va dire, dans ce qui vous intéresse le plus. Et après, l'idée, c'est d'interagir avec eux. C'est-à-dire de liker, par exemple, leurs publications, de commenter, de ne pas hésiter à aller leur parler directement aussi. Donc là, c'est le côté un peu plus fastidieux parce que c'est pour ça que si vous ciblez trop de structures en même temps, ça peut être un peu compliqué. Et l'autre astuce, une fois que vous avez étoffé votre réseau, c'est 4. Alors, attendez, étoffer votre réseau. Identifier, on va dire, la plateforme d'emploi. Parce qu'en fait, je sais que par exemple, dans les collectivités, sur leur site internet, généralement, c'est là où ils publient leur offre d'emploi. Mais il y a un autre site, il me semble que c'est quelque chose comme Emploi public. Je crois qu'en fait, c'est là où il y a toutes les offres d'emploi de toutes les collectivités. Mais je ne veux pas trop dire de bêtises, parce qu'en fait, moi-même, je ne suis pas passée par là quand j'ai cherché un emploi. Je ne l'ai pas. Oui, c'est emploi public, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il y a emploi public, donc, et plus le site internet de la collectivité généralement. Généralement, si vous êtes sur un lab d'innovation qui communique pas mal, qui est assez mature, vous allez le voir sur LinkedIn. Si je vous prends un exemple, la région Occitanie, avec leur lab d'innovation, ils communiquent pas mal en fait. Vous avez Alice Martin qui communique sur ce qui est proposé, Nicolas Trillo également. Donc ça vous permet par exemple de voir un peu ce qui se passe. En Île-de-France, il y a un avantage aussi certain qui est en fait que les labs d'innovation se réunissent et font beaucoup d'événementiels. Donc dans ce cas-là, c'est bien de se rapprocher de la fameuse DITP, Direction interministérielle de la transformation publique, et de participer à leurs événements. Il y a aussi des événements en ligne pour ceux du coup qui sont plus à distance, mais donc là, c'est vraiment, entre guillemets, se montrer. Résulter en direct. Se montrer et valoriser son profil. Donc, ça, c'est un peu le petit point 5 avec la DITP. Dans la question du réseau, je vais vous mettre aussi juste sur la droite. Vous avez du coup les différents réseaux que j'avais pu lister un moment qui sont dessin public, dont je fais partie par exemple, designer public, designer hospitalier. Donc en fait,
ce sont pas mal de réseaux de designers. Et là, en fait, c'est assez simple. Il suffit en fait d'ajouter les designers qui vous intéressent ou qui ont un profil ou avec lesquels vous voulez interagir. Et derrière, en fait, vous leur posez par exemple des questions un peu plus précises sur comment eux-mêmes ont trouvé un emploi ou tout simplement si ils vont recruter, parce que c'est le cas. Par exemple, il y a des collectivités où ils savent en avance qu'ils veulent agrandir, on va dire leur effectif et leur flotte, même si généralement on n'est pas très nombreux au sein, on va dire, de notre lab d'innovation, de notre mission innovation. Mais c'est bien en fait, ils peuvent aussi vous relayer des offres d'emploi, mais suivre un petit peu leur page, c'est une bonne chose. Tu, tu, tu. Ah oui, donc la terminologie, on a vu un petit peu. Chercher avec innovation, ne pas oublier innovation culturelle, bibliothèque. Ouais, merci pour la prise de notes. Un autre point, oui, il faut différencier les. Alors là, on rentre encore dans de la subtilité. Il y a différents types d'innovation. Et du coup, parfois, c'est pas le mot innovation qui va être marqué, mais c'est amélioration, transformation des pratiques. Souvent, en fait, les designers sont embauchés pour transformer les pratiques, pour en fait carrément faire de la formation ou du coaching, en fait, par le projet en design. Il y a l'innovation managériale qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Donc, je sais qu'il y a la fabrique RH ou le lab RH qui existe également. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller rencontrer des labs d'innovation. Et visiter parce que généralement, c'est très sympa. Et je vais vous partager aussi un petit document que la DITP a vraiment bien fait de réaliser, qui est l'Atlas. De tous les labs, Ouais, sachant qu'ils y sont pas tous. ouais. Il y en a plein qui sont pas. Il y en a beaucoup plus en fait, mais là, ils ont uniquement gardé en termes d'appellation ceux qui avaient le mot lab. Mais si par exemple vous êtes ce qu'on appelle une mission, un pôle, un service ou une direction de l'innovation ou qui s'appelle autrement, vous n'y figurez pas. D'accord. Donc c'est un bon moyen, on va dire, de rentrer en contact, de voir un petit peu des choses dessus. Ce qui peut aussi vous aider, c'est de passer par l'externe. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a pas mal d'agences de design qui travaillent avec des collectivités. Et ben en fait, vous pouvez regarder avec quel type de direction ils ont travaillé. Est-ce que, par exemple, c'était plutôt la direction de l'éducation? Est-ce que c'est plutôt celle de la participation citoyenne? Parce que comme ça, en fonction de la collectivité qui vous intéresse, vous voyez un petit peu, on va dire, ce qui semble mieux fonctionner. Donc là, c'est plus une recherche Google en mode, je sais pas, je veux dire, ville de Saint-Étienne et design. Bon, c'était un peu le mauvais exemple vu qu'ils ont leur biennale de design. Mais vous voyez, vous essayez de voir en fait si de ce côté-là, vous arrivez à trouver des choses. Et les assistants à maîtrise d'usage sont intéressants par rapport à la partie développer le réseau. Parce qu'en fait, ce sont en fait des personnes qui vont par exemple travailler dans de l'architecture ou des urbanistes. Donc en fait, ils ont l'habitude de travailler avec des collectivités ou des acteurs publics. Donc, eux, ils peuvent aussi vous donner des contacts ou vous épauler dans certaines recherches. On est un peu en train de déborder. Je pense que j'en ai encore pour 5 petites minutes et je pense que l'autre question, on la gardera pour la prochaine fois. Comme ça, si la personne qui l'a posée se présente, ça permettra aussi d'avoir plus de précision. Il ne faut pas oublier aussi toutes les structures qui sont, on va dire, déjà de l'ESS. Donc, par exemple, toutes les grosses associations peuvent vous embaucher, clairement. Elles ont parfois tendance à se comporter comme des institutions publiques ou des administrations. Donc, par exemple, le groupe SOS, c'est en fait une super grosse association qui est présente partout dans le monde. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, tout l'ESS peut vous intéresser. Et il y a aussi toutes les entreprises publiques ou les délégations de services publics, c'est-à-dire la SNCF, tout le réseau de la sécurité sociale. Donc, dans le réseau de la sécurité sociale, vous avez les CAF, Caisse nationale d'assurance familiale. J'ai un bug là.
caisse d'allocation familiale, pardon. Vous avez du coup la CNAV, c'est pour ça que j'ai bugué, c'est Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNSA, c'est la Caisse de solidarité autonomie. Donc en fait, toutes ces structures-là, généralement, en fait, elles passent sous le radar. C'est qu'en fait, quand vous tapez collectivité, et ben en fait, c'est pas des collectivités, mais c'est pareil en fait. L'URSSAF, par exemple, c'est vraiment comme une grosse collectivité. Et l'avantage, c'est qu'il y en a partout en France, partout sur le territoire. Ok. Alors, hop. Alors, hop, je rapproche les post-it. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, vous aviez d'autres questions auxquelles j'ai pas forcément répondu ou qu'on pourrait partager ensemble? Pour moi, c'était très clair, hein. C'était vraiment cette partie 2, on va dire, où je me posais pas mal de questions justement sur trouver une sorte d'annuaire un peu, hein, justement de trouver le ou les bons contacts, ou du moins comment en fait se faire connaître et de déceler, on va dire, les potentielles ouvertures de postes possibles. Donc, pour moi, le meilleur annuaire, c'est vraiment LinkedIn. Pour l'instant, j'ai l'impression que, en termes de filtrage, j'ai l'impression que c'est pas mal. D'accord. Ça se fait beaucoup aussi d'aller dans les agences parce que de toute façon, souvent, ils ont, les personnes avec qui ils travaillent, leurs clients, ils ont un nombre limité de missions, d'euros de missions qu'ils peuvent faire avec. Donc, de toute façon, à un moment donné, si les clients veulent continuer, à moins de répondre à des appels à projets, ils vont chercher d'autres personnes. Donc, en général, dans les agences, ils sont quand même ouverts à, quand on a un projet spécifique, à nous donner les contacts pour que même eux nous en redonnent d'autres derrière. Et j'avais aussi, ça c'est pas mal, c'est trouver les chercheurs et chercheuses en design. Et en fonction de là où tu veux aller travailler spécifiquement, et leur demander à les rencontrer, parce que eux, ils ont aussi pas mal de contacts et ils peuvent donner des conseils. Enfin, je vais trouver à chaque fois les discussions assez éclairantes. Oui, et j'ai oublié, voilà, je me suis souvenue d'un truc. Merci beaucoup pour ton intervention. Effectivement, le milieu de la recherche, en fait, l'université, c'est aussi un acteur public. Donc aussi, on va dire, une structure à contacter. Et généralement, on va dire, les grosses universités ont plus ou moins un pôle de recherche, et parfois certaines, comme le CNAM, ont un pôle en fait de recherche en design, ou d'autres écoles. Et un autre point aussi, vous avez tous les magazines en fait sur l'innovation publique. C'est géniaux parce qu'en fait, ça vous cite le nom de la personne, le nom de la collectivité, et parfois même vous avez le contact. Donc c'est par exemple acteur public. Il y a comment il s'appelle, la Gazette des communes. Acteur public, il est pas mal parce que, on va dire, en termes de contenu, il va vous partager aussi les innovations, ce qui est fait différemment. Donc ça vous permet aussi, non seulement, on va dire, d'avoir l'info, mais de savoir le positionnement, on va dire, sur le sujet, d'avoir des retours d'expérience ou des questionnements récurrents des collectivités. Donc ça, c'est pas mal en fait. Les journaux en fait destinés aux agents publics sont plutôt bien de ce côté-là. Bah voilà. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Merci. De- Merci beaucoup. Okay. Super. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir, à très vite. Au revoir. Au revoir. à bientôt. À bientôt.